Panama Papers, Pandora Papers, Paradise Papers, Uber Files, les révélations fondées sur des fuites massives de documents liés au business florissant des paradis fiscaux se suivent et se ressemblent. À chaque fois, on en parle quelques jours et puis on passe à autre chose. Et d'une certaine manière, avec le temps, on s'habitue, on se désensibilise, on se dit business as usual. Dans un registre pas tout à fait similaire mais comparable, les scandales politiques ayant une forte odeur de paradis fiscaux se suivent et se ressemblent. Affaire Cahuzac sous Hollande, affaire Pannier-Runacher sous Macron, etc. Faut-il l'accepter? Non, nous dit Renaud Van Rymbeek, ancien magistrat du pôle financier du tribunal de Paris, célèbre pour avoir suivi des grosses enquêtes politico-judiciaires comme l'affaire Urba, l'affaire des frégates de Taïwan et le dossier Clearstream. Parce que les paradis fiscaux sont plus que des outils de confort pour des hommes d'affaires véreux ou des hommes politiques voraces. Ils sont au cœur des grands transferts de richesses qui affaiblissent les systèmes sociaux européens et plongent dans la misère des pays du Sud. Sans eux, les circuits du grand banditisme, du crime organisé seraient peut-être moins protégés. Renaud Van Rymbeek nous revient avec ce livre à la fois très pédagogique et foncièrement engagé, Offshore, dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux, Paris, paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Bonjour Renaud. Bonjour. Comment allez-vous? Pas mal, ça va. Alors nous parlerons abondamment du contenu de votre livre, qui est un livre essentiel, mais je voudrais qu'on commence par aborder un peu l'actualité, ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Agnès Pannier-Runacher, du nom de la ministre de la Transition énergétique. Pour poser le contexte, on regarde un magnéto. Madame la Première ministre, il ne s'agit pas de mon patrimoine, mais de celui de mes enfants. Voilà ce qu'indiquait aux médias d'investigation Disclose votre ministre de la Transition énergétique. Selon cette enquête, elle aurait autorisé ses enfants mineurs à devenir actionnaires d'une société dont les fonds localisés dans des paradis fiscaux proviennent du numéro 2 français du pétrole. Depuis 4 ans, pourtant, à aucun moment, votre ministre de la Transition énergétique n'a modifié sa déclaration d'intérêt pour le préciser. Ma question est simple, Madame la Première ministre. Aviez-vous connaissance de ces informations quand vous l'avez nommé ministre de la Transition écologique? Si ces informations sont confirmées, quelles conséquences en tirez-vous sur l'exercice des fonctions de votre ministre? Si votre propos est de commenter des articles de presse, je vous dis que mon rôle n'est pas de commenter des articles de presse et que la ministre a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet. Je vous remercie. En 2016, mon père a souhaité préparer sa succession par une transmission directe à ses petits-enfants. Cette transmission a eu lieu par le biais d'une entreprise française soumise à la fiscalité française, par acte notarié établi à Paris et dans le plein respect des dispositions applicables par la loi française. Il n'y a donc rien de dissimulé, rien de caché. Alors, Renaud Van Rymbeek, en tant qu'ancien magistrat spécialisé dans les affaires politico-judiciaires, quel regard portez-vous sur cette affaire Pannier-Runacher? Est-ce qu'on est face à une nouvelle affaire Cahuzac? Honnêtement, je ne sais pas. Je suis incapable de vous répondre. Comme vous le dites, j'étais ancien magistrat et j'ai l'habitude de travailler sur des dossiers que je connais. Là, je n'entends que des bruits contradictoires. Bon, maintenant, quand on a, d'une façon générale, si vous voulez, la question qui est toujours posée, c'est de savoir d'où vient l'argent. Quand on parle de offshore, vous savez que le monde offshore est complètement opaque, avec du secret bancaire, etc. Quand des gens font des montages, je ne sais pas si c'est le cas là, je ne connais pas ce dossier, mais la question qu'on se pose toujours, c'est mais d'où il vient l'argent? Qui est propriétaire de l'argent au départ? Parce que offshore, vous savez, ça veut dire masqué, ça veut dire tout l'argent offshore, et c'est l'objet du livre que j'ai écrit. Pendant 20 ans, j'ai exploré, même plus de 20 ans, un monde qui m'était totalement inconnu. J'étais un béotien, et voilà, au fil et à mesure que j'ai eu quelques gros dossiers à traiter, plus ou moins médiatisés d'ailleurs, je me heurtais toujours à des obstacles parce que j'arrivais pas à savoir
d'où venait l'argent, qui était le titulaire du compte, où est-ce que l'argent repartait, où est-ce qu'il est passé. Parce qu'on a des circuits qui passent par Hong Kong, par Chypre, aujourd'hui par Dubaï, qui est devenu un Eldorado magnifique pour ceux qui veulent cacher leur argent. Et ce qui m'est apparu, si vous voulez, c'est que les juges instruisent un dossier sur 1000, hein, ou sur 1 million, j'en sais rien. Mais c'est le caillou dans la chaussure, souvent. Ils vont révéler un certain nombre de choses, ils vont découvrir un certain nombre de choses, et on va derrière s'apercevoir Donc c'est cette démarche que j'ai eue pendant 20 ans. J'ai pris ma retraite il y a 3 ans. Vous voyez que j'ai commencé à avoir des cheveux blancs. Et vous avez aussi pris encore plus de liberté, même si vous avez été un juge toujours libre. Oui, j'ai pris un peu de recul. Et puis, je me suis dit, au fond, tout ce que tu as découvert comme béotien, petit à petit, avec un petit cerveau, mais beaucoup de travail. Et derrière, je me suis dit, mais tout ce que tu as vu, ça vaut quand même la peine de l'expliquer, d'expliquer ces mécanismes, parce que beaucoup de gens entendent parler des offshore, etc., mais c'est quelque chose d'abstrait. Et j'ai voulu, justement, par une démarche qui était la mienne de mécano, hein. Moi, j'ai démonté des trucs, j'ai pas toujours réussi, parce que quelquefois, c'était impossible d'avoir des réponses de certains pays. J'ai découvert que derrière ces quelques affaires qui sont médiatisées, que j'ai pu traiter, il y a un océan. C'est-à-dire qu'on a chiffré, un des grands économistes a chiffré à 7600 milliards, je crois, ou 7800 milliards, le montant des avoirs. 7800 milliards d'euros. Oui. On n'arrive même pas à évaluer à ce niveau, ça devient de l'abstraction pure. C'est d'autant plus abstrait que c'est peut-être 7800, c'est peut-être 10 000, on ne sait pas. On estime. Parce que oui, mais on estime comment? C'est caché. C'est de la fraude. Voilà, c'est de la fraude. Alors là-dedans, il y a tout. Hein. Il y a de l'évasion fiscale, il y a de la fraude fiscale, il y a des trafiquants de drogue, il y a des dictateurs corrompus qui amassent des milliards de dollars et on s'en aperçoit le jour où ils tombent ou le jour où il y a une révolution. Regardez les révolutions arabes, Ben Ali, etc. Bon. Et voilà, on a cette masse d'argent qui est colossale, qui est à nos portes. Et dans le même temps, nos États font face à des dépenses nécessaires pour les hôpitaux, pour le problème climatique qui va demander des milliards. Il faut aider le Sud, parce que le Sud, il ne s'en sort pas, c'est la famine, etc. Et il y a toute cette masse d'argent qui dort. Qui sert aux frais de bouche des personnes qui ont réussi à le subtiliser. Alors plus généralement, il y a un mot qui revient dans votre livre, c'est le mot de duplicité. Duplicité d'abord de la sphère politique qui est censée combattre les paradis fiscaux dans ses attributions d'État, mais qui y a recours et depuis plusieurs décennies quand il s'agit de constituer des trésors de guerre électoraux. C'est d'ailleurs des enquêtes sur le marigot politique français qui vous mettent sur la trace des paradis fiscaux. Il y a de cela une trentaine d'années, je crois. Oui, il y a eu des affaires de financement qui concernaient la gauche, qui concernaient la droite. Il y a des pouvoirs en place qui ont freiné. On était quelques-uns à essayer d'aller de l'avant, aller sur un terrain sur lequel la justice auparavant ne s'aventurait pas. Et il y a une espèce de, je dirais pas de bras de fer, mais bon, on a aussi été très attaqués, très... Je me souviens que la première perquisition que j'ai faite dans un parti, c'était une première, c'était au Parti Socialiste, à l'époque où François Mitterrand était au pouvoir. Qu'est-ce que je me suis pas pris? Les partis étaient au-dessus des lois. Quelle est votre légitimité? Ben, moi, j'applique la loi, c'est tout. Et je l'applique d'une manière égale pour tous. Donc, il y a eu toute cette époque qui a été très difficile. Il y a eu la même chose avec des collègues qui ont connu les problèmes avec la droite. Bon, et malgré tout, la justice, même s'il y a eu des cas étouffés, il y en a eu, a réussi quand même à avoir le dernier mot. Et je dirais qu'aujourd'hui, ça a un peu changé. Aujourd'hui... en ce qui concerne les opérations qui se déroulent en France. Oui, bah je parle, voilà, vous me parliez de la France. On ne peut plus étouffer une affaire aujourd'hui. Regardez, vous parliez de l'affaire Cahuzac. Elle a été jugée. L'affaire Fillon, qui viennent de la presse d'ailleurs, ces deux affaires viennent de la presse.
à une époque, la presse n'aurait certainement pas fait autant de bruit et la justice n'aurait pas envoyé. Dans les affaires comme l'affaire Urbain, vous sentiez, ou d'autres affaires de cette époque, vous sentiez qu'il y avait peut-être quelque chose qui allait au-delà des transactions avec des entreprises en France et des partis politiques en France, qui avait peut-être déjà en soubassement des pays étrangers qui servaient aux transactions. Alors, dans l'affaire Urbain, non. Parce que l'affaire Urbain, c'était franco-française, c'était contrôlé par le Parti socialiste. Par contre, il y a eu d'autres affaires, d'autres réseaux parallèles qui ont montré, on a vu ici ou là, on a commencé à voir des comptes en Suisse, des comptes au Luxembourg, etc. Mais tout ça est resté, j'allais dire, presque marginal, parce que les enquêtes n'ont pas abouti ou peu abouti. Donc on était une phase où les procureurs, à l'époque, nommés par le pouvoir, et malheureusement, c'était toujours le pouvoir. Financement de Parti socialiste, c'est le Parti socialiste au pouvoir. Financement de la droite, c'est la droite qui est au pouvoir. Donc, il y a eu des entraves. Voilà. Mais ça a empêché, contrairement à ce qui a pu se passer en Italie, par exemple. En Italie, vous avez vu... La fameuse opération Manipulité, où là, les procureurs avaient l'action publique, pouvaient se saisir eux-mêmes et ont été extrêmement loin parce qu'ils avaient les mains libres. Et ils sont décimés en quelque sorte la classe politique. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas en France de financement public de la vie politique. Il a fallu ces catastrophes judiciaires, si j'ose dire, pour que enfin le législateur crée ces financements publics, ce qui normalement aurait dû mettre fin, ça a quand même mis de l'ordre dans la maison, à ces financements parallèles, occultes. Il y avait des valises de billets, il y avait des comptes suisses, il y avait des tas de choses dont on a découvert que peut-être 1 sur 10 de ce qui avait pu se passer. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune juge d'instruction téméraire pourrait poursuivre ses enquêtes sur une filière politique au-delà des frontières nationales, enquêter vraiment sur ce qui se passe, je ne sais pas, au Luxembourg, au Liechtenstein, à Dubaï, avec des instruments qui sont ceux des juges d'instruction d'aujourd'hui? Alors, je ne dirais pas seulement affaires politiques, mais affaires financières d'une façon générale. Je crois que le rapport de force, la justice, même si les gens ont une vision négative, je suis sûr que vous avez, la plupart de nos auditeurs ont une vision négative de la justice. Je voudrais quand même leur dire qu'aujourd'hui, la justice, même si elle est lente, même si elle manque de moyens, etc., elle assure l'égalité à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de privilèges comme il y a eu dans le passé. En tout cas, c'est ma conviction. Maintenant, le problème, le curseur s'est déplacé. C'est-à-dire que dès lors que vous avez des affaires financières qui jouent sur des dizaines de millions, des centaines de millions d'euros, la lutte ne se situe pas à l'intérieur de nos frontières. C'est-à-dire que ces gens-là, ils mettent leur argent à Dubaï, ils le mettent à Singapour, ils le mettent à Hong Kong, et c'est extrêmement difficile pour nous, juges d'instruction, ou pour les procureurs d'autres pays, de reconstituer des circuits qui sont volontairement opacifiés, qui sont... voilà, il y a des trusts, par exemple, il y a des trusts. Bon... pourquoi est-ce que certaines personnes ont besoin de créer des trusts? Je voudrais bien qu'on m'explique. Moi, si j'achète une maison, j'ai pas besoin de créer un trust. L'achète à mon nom. Si je la léguer à mes enfants, je la léguerai à mes enfants normalement. On va revenir sur ces différentes formes juridiques qui sont des formes juridiques tout à fait légales, mais qui permettent d'entreprendre des opérations illégales avec plus de facilité. Vous parlez de la duplicité des hommes politiques occidentaux, une duplicité qui peut les mener à des impasses, lesquelles peuvent paraître elles-mêmes grotesques. Par exemple, les sanctions que les États-Unis et l'Europe veulent infliger à Vladimir Poutine, à ses proches et aux oligarques russes, butent sur le système que nos gouvernants ont eux-mêmes favorisé, c'est-à-dire des paradis fiscaux au fonctionnement opaque. C'est ce que vous expliquez en partant de l'histoire du Scheherazade, un yacht luxueux qui vaut 640 millions d'euros, un navire réputé appartenant à Vladimir Poutine, immatriculé aux îles Caïmans, qui est pourtant un territoire inféodé aux États-Unis. C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que les États occidentaux, aujourd'hui, sont dans l'incapacité d'identifier les avoirs, sauf ceux qui sont visibles, comme les yachts, les villas, etc., et encore, sont dans l'incapacité d'identifier les avoirs colossaux d'oligarques
qui n'ont pas leur argent en Russie ou en Chine. Hein. Ils ont leur argent dans des paradis fiscaux. Une sorte d'hommage qu'ils rendent. Oui, bien sûr. Eh bien, ils ont compris le système. Regardez par exemple Chypre. Hein, Chypre est dans l'Europe. Chypre, c'est une place qui a toujours été prisée par les Russes, par les oligarques. Alors, Dubaï, je ne sais pas où est-ce qu'il faut le situer, hein, mais Dubaï aujourd'hui, on sait que des oligarques placent leur argent à Dubaï. Pourquoi ? Parce que Dubaï ne coopère pas. Il protège. Votre argent m'intéresse. Donc, peu importe la couleur de votre argent, je ne regarde pas. Et si on me demande, je ne réponds pas. Bon, voilà la définition même d'un paradis fiscal. Et pourtant, Dubaï, alors Dubaï, c'est les Émirats arabes unis. Ça veut dire pétrole, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a déjà pas il y a le problème du pétrole russe. Donc, on va peut-être ménager ces pays-là. On ne va pas commencer à leur faire un procès en leur disant vous coopérez pas, vous êtes voilà, toute l'hypocrisie du système, elle est là. Alors, les États-Unis appliquent l'extraterritorialité de leurs droits pour défendre leurs intérêts partout dans le monde, mais ils ont la main un peu moins lourde sur les paradis fiscaux. Et à l'intérieur même des États-Unis, il y a le Delaware qui est un paradis fiscal qu'ils entretiennent. À l'intérieur de l'Union européenne, il y a des paradis fiscaux. Et c'est même une question que vous posez dans votre livre. Qu'est-ce qu'un paradis fiscal finalement ? La question est d'autant plus importante qu'il y a une liste des paradis fiscaux que l'Union européenne construit. Et puis, bon, elle change les noms des pays qui sont dans la liste et elle enlève de cette liste des pays qui objectivement jouent ce rôle-là dans notre économie mondialisée. Oui, ça montre bien les limites du système, parce qu'à un moment donné, vous savez, le G7, en 2009, dans ces eaux-là, a dit on met fin aux paradis fiscaux. Bon, donc on prend des mesures, certains l'ont même annoncé d'ailleurs, et vous avez cité tout à l'heure les Panama Papers. Tout ça, c'est bien postérieur à cette année-là. Les Paradise Papers, les Dubai Papers, qui montrent, c'est la preuve par A plus B, que les paradis fiscaux, ils prospèrent, ils continuent. Et c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que moi, je comparerais volontiers aux enjeux climatiques. Hein, c'est-à-dire que les enjeux climatiques, on a tous conscience qu'on va dans le mur, qu'il faut faire des choses importantes. Et pourtant, dernier rapport que j'ai lu il y a quelques jours, on n'a jamais autant pollué que l'année dernière. Bon, alors on en parle, on veut faire des choses, mais on ne change pas fondamentalement les choses. C'est pareil pour les paradis fiscaux. Peut-être qu'on ne change pas parce que les paradis fiscaux ne sont pas des identités isolées. Peut-être qu'au-delà de pays plus ou moins voyous, on est dans un système intégré et mondialisé. Et quand on voit en fait la chaîne des acteurs de l'évasion fiscale, on voit qu'une partie de cette chaîne est en dehors des paradis fiscaux. On a des intermédiaires, on a des sociétés fiduciaires, on a des sociétés offshore qui sont là dans des paradis fiscaux, on a des sociétés écrans qui ne sont pas toujours dans les paradis fiscaux, on a des trusts. Alors, comme on a un peu de temps aux médias, j'aimerais qu'on essaye de décortiquer ça un peu. Par exemple, c'est quoi un intermédiaire dans une opération de fraude fiscale ou bien de détournement de fonds? Vous parlez par exemple d'un proche de l'ancien dictateur nigérian Sani Abacha qui a réussi à devenir un grand ami de Bill Clinton et avoir son nom dans un grand musée français comme donateur, bienfaiteur. C'est quoi un intermédiaire? Première question, pour évoquer cette série, ces briques-là. En fait, vous avez plusieurs acteurs. Prenez un dictateur. Il doit recevoir 100 millions d'euros sur un gros contrat pétrolier. Il doit donner l'accès à des puits pétroliers à une grande multinationale. Bon. Ces multinationales ont des sociétés offshore, des intermédiaires, des sous-traitants, quelquefois, qui savent faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils ont des comptes offshore et ils vont faire des virements sur un compte offshore qui va bénéficier au dictateur. Alors, un dictateur, il ne peut pas aller en Suisse ou au Luxembourg en ouvrant un compte à son nom, en étant chef d'État. C'est juste pas possible. Vous parliez du Scheherazade de M. Poutine. Il ne peut pas aller, lui, ouvrir un compte en disant « Je suis M. Poutine, je vais recevoir tant, etc. » Bon, c'est juste pas possible. Donc, ces gens-là
ont recours à ce que vous appelez des intermédiaires, alors des hommes de confiance, des amis, qui, eux, vont amasser une fortune pour leur compte et qui vont leur en faire bénéficier. Et surtout, à votre mort, à la mort du dictateur, qui vont prendre l'engagement de donner aux enfants, d'assurer la transmission. Alors, il y a une justice quelque part, c'est que l'intermédiaire, qui est riche homme d'affaires, va quelquefois garder l'argent pour lui en se disant personne ne pourra le réclamer. On a vu le voleur voler. Oui, voilà. Donc, quelque part, ça me fait sourire. Bon. Alors, il y a les sociétés fiduciaires aussi. Alors, voilà. Donc, l'homme d'affaires, il va se présenter dans une société fiduciaire, par exemple en Suisse, en disant, voilà, moi, je suis homme d'affaires. Je gagne beaucoup d'argent. Là, vous prenez le cas du Nigeria. Bah oui, j'ai une société de télécommunications au Nigeria, etc. Je dois recevoir 100 millions d'euros. Ouvrez-moi un compte. Je voudrais que ça soit discret parce que vous comprenez, dans les affaires, tout ça. Et la fiduciaire. Parce que la Suisse n'est officiellement pas un paradis fiscal. Les fiduciaires sont dans des pays mais il y a encore des fiduciaires. Bien sous tout rapport. Oui, il y a encore des fiduciaires. En Suisse, au Luxembourg, vous avez toujours des fiduciaires, des cabinets de conseil. Vous avez des conseillers fiscaux, etc., qui vous expliquent comment il faut faire pour ne pas payer d'impôts. Bon, là c'est autre chose, c'est recevoir de l'argent caché. Et l'intermédiaire qui va se présenter, l'homme d'affaires, ne va pas forcément dire qu'il le fait pour le compte du dictateur. Donc, par précaution, on va dire, moi, je veux que ça soit discret, etc. Donc, la fiduciaire va dire, bon, c'est un homme d'affaires, j'ai pas de signalement à faire, il gagne de l'argent, bon, il veut pas que ça se sache, c'est habituel, et nous, d'ailleurs, on a l'habitude de pacifier les choses. Bon. Donc, il va lui proposer d'ouvrir des comptes, mais pas en Suisse. Ça, c'était il y a 20 ans. Il va lui dire, on va vous ouvrir des comptes à Singapour, à Dubaï, dans des pays... Alors, les îles Vierges, non. C'est autre chose, c'est des sociétés. Pardonnez-moi, j'ai l'impression de faire un cours compliqué, mais c'est encore autre chose. C'est-à-dire que vous, l'homme d'affaires, il faut que vous receviez l'argent, il faut que vous ayez un compte bancaire. Voilà, en général, c'est pas un, c'est une dizaine de comptes qu'on va vous ouvrir s'il y a 100 millions d'euros. Vous n'êtes pas à 100 000 euros près de frais. Bon, donc on va vous ouvrir des comptes à Singapour, à Dubaï, etc., mais on ne va pas les ouvrir à votre nom. La fiduciaire va vous fournir une société offshore. C'est une société bidon, une société panaméenne. Il va créer un trust, une fondation du Luxembourg, une société des British Virgin Islands qui vont acheter clé en main auprès de cabinets spécialisés, style Panama Papers, Mossack Fonseca, rappelez-vous. Ils fournissaient dans le monde entier des sociétés, des coquilles vides. Voilà. Et à partir de là, vous allez, une fois que vous, homme d'affaires, vous aurez vos comptes au nom de sociétés offshore, vous allez dire à la multinationale ou sa filiale ou l'intermédiaire qui fait l'interface entre les deux, voilà mes numéros de compte, et eux, ils vont vous faire des virements, parce qu'eux aussi ont leur compte offshore, avec des sociétés offshore, donc ni vu ni connu, et c'est comme ça qu'on va accumuler des fortunes considérables qui vont être blanchies et qui vont être réinjectées. Ça peut être la clé de l'explication aussi, qui vont être réinjectés dans nos économies, parce que le dictateur, lui, il voudra on laisse de l'argent sur un compte à Singapour, mais j'aimerais bien avoir un hôtel particulier avenue Foch, une villa. Alors pareil, ça ne sera jamais à son nom, bien sûr, pour pas se faire prendre et pour pas apparaître. Donc voilà, c'est tout ce monde opaque qu'il faut neutraliser. Tant qu'on ne neutralisera pas ça, et encore une fois, moi, si j'achète, c'est à mon nom. Je n'ai pas besoin d'une société offshore. Pourquoi une société offshore? Pourquoi un trust? Donc, il y a à minima de la fraude. Alors, ça peut être de la fraude fiscale, ça peut être de la corruption, ça peut être des tas de choses. Justement, les paradis fiscaux sont aussi les grands amis des bandits et de la criminalité organisée. Et quand on vous lit, on comprend que sans ces paradis fiscaux, les trafiquants de drogue auraient bien des soucis. Or, la lutte contre le trafic de drogue se concentre surtout sur les petits dealers. Comment fonctionne la mécanique internationale du trafic de drogue, du trafic de drogue et du blanchiment de l'argent de la drogue? Parce que les deux ont recours manifestement aux paradis fiscaux. Alors, le petit dealer,
lui, il n'est pas dans les paradis fiscaux, on est d'accord. Hein. Lui, il va revendre quelques grammes de drogue. Il va récupérer de l'argent en espèces. Il va le remettre à celui qui est au-dessus et ainsi de suite. Bon, donc on va arriver à un responsable qui, lui, va avoir beaucoup d'argent en espèces. Et bien cet argent, grâce à des blanchisseurs, pardonnez-moi si je ne vous fais pas toute l'explication, parce que là, de toute façon, l'explication se trouve dans le livre Offshore, dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux. Et ceux qui voudront aller dans les détails, oui, pourront alors lire. Pour faire simple, ce blanchisseur, le trafiquant va lui apporter 1 million d'euros. Lui, il va le convertir en compte offshore, avec des mécanismes de compensation, etc. Je ne rentre pas dans les détails, je n'ai pas le temps. Mais voilà. Donc, et à partir de l'argent, quand il aura son million sur un compte offshore à Singapour, eh ben, il va régler le fournisseur marocain, l'exportateur marocain qui lui fournit la drogue, qui lui a un compte à Hong Kong. Ben, on va faire un virement, ni vu ni connu. Alors quand je dis un compte à Hong Kong, vous l'avez bien compris, c'est un compte ouvert au nom d'une société panaméenne. On va faire un virement de l'un à l'autre, ni vu ni connu. Ça évite aux trafiquants de drogue, le gros, ceux qu'on n'attrape jamais, hein, parce que les petits dealers, on sait faire, mais les remonter, c'est beaucoup plus compliqué. Le gros, il n'a pas besoin de transporter 1 million en espèces, comme ça se faisait il y a 50 ans, d'aller à Gibraltar, là, de le déposer dans un compte, parce que là, maintenant, il y a quand même des surveillances. Et ça évite à celui qui exporte la drogue d'aller chercher l'argent en liquide, etc. C'est un virement informatique de compte à compte. Voilà, c'est ça ce monde offshore. En gros, le trafic de drogue en 2022, ce sont quasiment des grosses boîtes, c'est quasiment des multinationales avec des franchises, etc. Et qui auraient vraiment du mal, qui dysfonctionneraient si on en finissait, si on décidait vraiment de s'attaquer à cette économie des paradis fiscaux. Bien sûr. C'est parce que ce sont des outils. Ces paradis fiscaux, ce sont des outils qui sont utilisés par des multinationales, par des fraudeurs, et derrière par des corrompus et des trafiquants et des mafieux. Et les mafieux ont compris aussi que plutôt que de se balader avec des espèces et tout, vaut mieux accumuler de l'argent à l'abri des regards indiscrets. Et c'est à ce niveau-là que l'économie légale et l'économie illégale, elles se confondent. Quand les journalistes d'investigation regardent de trop près cette articulation justement entre paradis fiscaux et criminalité organisée, ils finissent souvent par être tués, comme Daphne Caruana Galizia dans l'affaire des Malta Files. On regarde un petit magnéto. Daphne Caruana Galizia était une journaliste d'investigation maltaise. Elle n'épargnait aucun parti politique et tenait un blog incontournable sur la corruption dans son pays. Ces révélations avaient alimenté les Panama Papers. Pour arrêter cette femme qui ne reculait devant rien, il a fallu l'éliminer. Plusieurs explosions. Elle conduisait une voiture de location. Voici ce qu'il reste du véhicule. Ce mardi, un premier accusé a été condamné pour son meurtre. Vincent Muscat, considéré comme un simple exécutant, s'est vu infliger une peine de 15 années de prison. La famille de la journaliste s'est dit déçue par le verdict, mais espère qu'il permettra le jugement d'autres accusés, peut-être les vrais commanditaires. 5 ans après la mort de la journaliste d'investigation maltaise Daphne Caruana Galizia, l'homme accusé de l'avoir assassinée vient de reconnaître les faits dans un entretien accordé à nos confrères de l'agence de presse Reuters. Au cours de cette interview donnée depuis sa cellule, Giorgio Giorgio a notamment déclaré que s'il s'était mieux renseigné sur le profil de sa cible, il aurait demandé 10 millions d'euros plutôt que les 150 000 qu'il dit avoir perçus pour la tuer. Il a également assuré qu'il impliquerait bientôt d'autres personnes dans ce dossier. Alors, on touche là du doigt, Renaud Van Ruymbeck, la criminalisation rampante d'États au cœur de l'Union européenne. Ça fait peur. Oui. Oui. Et ces États qui sont corrompus, qui sont comme atteints d'un cancer, en fait, ils ne sont pas considérés du tout comme des pays voyous. Et au quotidien, la lutte contre la drogue crée de la violence dans nos quartiers, mais ils ne les attaquent pas. Oui, vous voyez, c'est triste parce que c'est une journaliste qui a fait son travail. Là, je n'ai pas suivi particulièrement cette affaire, mais d'après le reportage, celui qui touche 150 000 euros, c'est manifestement pas le commanditaire. Donc le vrai responsable, bien sûr qu'il y a une part de responsabilité, l'exécutant, mais il n'est que l'exécutant. Pour le compte de qui il agit, ça suppose d'aller voir les dossiers sur lesquels il travaillait et remonter les circuits qui vont mener au vrai responsable. Et ce travail-là,
j'ai pas l'impression qu'il soit remonté aux vrais responsables. Et ce travail-là, il est très difficile à faire parce que là, on va passer dans des circuits offshore, des intérêts très élevés. Alors, Malte, Union européenne. Chypre, c'est pas mieux. Chypre, Union européenne, il y a plein d'oligarques qui ont leurs avoirs à Chypre. Vous pouvez même, quand vous apportez, je crois, 2 millions d'euros à Chypre, eh ben, on va vous donner la nationalité chypriote, c'est-à-dire le passeport européen. Il y a des pays qui font ça. C'est-à-dire que vous achetez un passeport, mais ça vaut de l'or pour quelqu'un qui un jour risque d'être poursuivi, etc. C'est une véritable protection. Donc voilà, on est dans l'Europe. Et que fait l'Europe sur Malte? Que fait-elle sur Chypre? Il n'est même pas question de les exclure de l'Union européenne. Non, mais sans aller jusqu'à l'exclusion, on pourrait quand même exiger qu'on arrête ce type de pratique. Aujourd'hui, certains achètent des jets privés ou des yachts. Alors, il y a ce qu'on appelle le leasing maltais. J'ai découvert ça dans la presse. Oui, je n'ai pas instruit ces dossiers-là, j'ai découvert ça. Pour ne pas payer de TVA, c'est important, ils créent une société. On leur crée artificiellement, comme ça, un cabinet de conseil va leur créer une société de leasing maltaise qui va leur louer le machin, etc. On est dans un truc complètement artificiel. Malte. Peut-être qu'on peut l'avion de Bernard Arnault a disparu parce qu'il y avait tout un feuilleton d'été sur l'avion de Bernard et on n'arrive plus à retrouver l'avion de Bernard. Alors, soit Bernard n'a plus d'avion, soit il s'est caché ses avions. Là, j'en sais rien. En tout cas, le doute est permis parce que notre système le permet. Il y a une sorte de mondialisation des paradis fiscaux, une mondialisation de l'économie, une mondialisation des paradis fiscaux. Donc, la Suisse est un peu refluée, elle travaille avec d'autres, le Luxembourg, il y a le Liechtenstein. Bon, ça, c'est un peu ce qu'on a connu. Et là, on a Dubaï au Moyen-Orient, l'île Maurice en Afrique. Ça complique encore plus les choses parce qu'une fois on en aura fini avec les paradis fiscaux en Europe, on n'aura pas fini vraiment. D'ailleurs, ça a commencé. On l'a vu par exemple dans la fraude carbone. Vous avez entendu parler de cette fraude, ces escroqueries énormes à la fraude carbone, liées au protocole de Kyoto d'ailleurs, sur l'environnement. Il y a des gens qui ont encaissé des dizaines, on parle d'1,4 milliard d'euros en France et 5 milliards en Europe. Et figurez-vous que l'argent, il part pas en Suisse. On est dans les années 2008, 2009. La Suisse commence à signer, à reculons, d'accord, comme le Luxembourg, des accords de coopération, etc. Et l'argent, il va aller à Chypre. Il va faire que transiter. Il va transiter dans les pays baltes, qui sont traditionnellement, et qui ont joué le rôle de blanchisseurs, notamment pour des Russes, mais là, en l'occurrence, ce n'était pas des Russes, c'était des Français. Et ensuite, tout part à Hong Kong. Ils ont choisi Hong Kong. Et quand nous avons quand je dis nous, il y a eu plusieurs dossiers d'instruction ouverts au pôle financier. Moi, la première fois qu'on m'a parlé d'Hong Kong, j'ai dit, ça va, j'ai pas envie de passer 10 ans pour rien à instruire mon dossier. Mais quand les enquêteurs sont revenus 6 mois plus tard en me disant, écoutez, même l'argent de Chypre et tout, il est parti à Hong Kong, on peut pas faire l'impasse sur Hong Kong. Je dis, ok, on va à Hong Kong. J'ai mis 7 ans à sortir le dossier et j'ai pas pu récupérer tout l'argent. J'en ai récupéré une partie. Ça m'a mobilisé énormément de temps. Mes collègues y ont passé beaucoup de temps. Ces dossiers ont abouti à pas mal de condamnations, mais si on fait le bilan sur l'argent qui est volé dans les caisses de l'État, c'est de la fraude à la TVA, c'est la fraude que vous payez quand vous achetez votre téléphone, vous payez de la TVA, ces gens-là, ils empochent la TVA et ils la mettent dans des paradis fiscaux. Eh bien, cet argent, globalement, qu'est-ce qu'on a pu récupérer? Peut-être 20 à 30% avec des années de travail. Voilà, c'est ça que je veux dénoncer. C'est pas impossible. On en récupère quand même un peu, mais il y a tellement de choses qui nous échappent et on voit les limites de l'exercice. Alors, on parle beaucoup dans la chronique de l'actualité de l'immigration, des désespérés qui tentent de rejoindre l'Europe par la Méditerranée, qui viennent souvent des pays du Sud. Et il y a toute cette problématique des biens mal acquis. Beaucoup de militants ont essayé
de coincer les chefs d'État étrangers qui volent l'argent de leur peuple et de les faire rembourser pour qu'en fait cet argent revienne au peuple en question. Mais les dossiers des biens mal acquis sont des dossiers extrêmement difficiles aussi. Oui, et alors d'abord, les chefs d'État eux-mêmes, ils bénéficient d'une immunité, comme les ambassadeurs, donc vous ne pouvez rien faire. Par contre, c'est les proches. Ça peut être les enfants, ça peut être la femme, la maîtresse, bon. Et c'est vrai que la France, notamment le pôle financier, a été... Enfin, la justice française, on va dire la justice française plutôt que la France, parce qu'on n'est pas sûr que l'exécutif joue la même partition. La justice. Il y a des indices même qui... La justice, voilà. La justice a été quand même sur plein d'associations, je crois qu'il y avait Sherpa ou Transparency, etc., a été saisir des biens qui appartenaient à des membres de la famille de 3 dictateurs en fonction. Donc c'est la famille Bongo du Gabon, la famille Obiang de Guinée équatoriale et la famille Sassou Nguesso du Congo. Voilà. Alors il y a un des 3 dossiers qui a abouti, c'est-à-dire qui a été jugé. Je ne sais pas d'ailleurs où est-ce qu'ils en sont exactement, mais c'est la première fois qu'on s'intéresse aux avoirs des proches de chefs d'État en exercice. Et ça, c'est une première. Parce que regardez ce qui s'est passé avec les révolutions arabes. Ben Ali, il est à peine parti. Tout le monde dit il a des milliards. Révélation subite. Et là, on va déclencher des enquêtes en Suisse, etc. Même chose pour Moubarak. Et quand on regarde, j'ai essayé de faire un peu l'historique de ces dictateurs, parce qu'il y a eu Marcos, il y a eu Duvalier, il y a eu Abacha, et on s'aperçoit que la Suisse, pour le coup, a été relativement en pointe, parce qu'à Genève, il y avait un procureur général qui, lui, avait décidé de nettoyer un peu les écuries d'Augias, mais on voit bien qu'au début, on ne saisit rien, après on saisit un peu, progressivement. Et là, on arrive pour la première fois sur des gens qui sont encore en fonction sur leur famille. Mais c'est epsilon. C'est 1 sur combien, c'est qu'est-ce qu'on a saisi on saisit quelques centaines de millions, mais c'est des milliards qui sont détournés. Et ce qui est grave, c'est que ce sont des pays qui sont pauvres. Et les gens meurent de faim pendant ce temps-là. Et les dictateurs s'enrichissent et placent leur argent dans les paradis fiscaux. Et investissent et font monter le cours de l'immobilier à Paris aussi, parce qu'ils achètent de belles maisons dans les beaux quartiers de Paris, de New York ou de Genève. Ils ne sont pas les seuls, mais... ça participe. Il y a aussi les oligarques, ça revient. Il y a aussi tout ça, oui, bien sûr, dans les beaux quartiers. On peut se sentir écrasé par ce système, par cette pieuvre. Et la multiplication des révélations peut entraîner le découragement, paradoxalement. Mais vous évoquez dans votre livre des pistes de solutions, notamment ce que vous appelez la libre disposition. C'est quoi ce concept ? Bien, ça veut dire que ces personnes, c'est jamais leur nom. C'est pas leur nom. Ils ont un yacht, c'est pas mon nom. C'est le nom d'une société offshore, un autre bénéficiaire. Et on va s'intéresser, on va se dire, mais qui en profite de ce yacht ? Vous êtes le seul occupant. Qui va donner des instructions au capitaine parce qu'il veut qu'on fasse ci, qu'on fasse ça ? C'est vous. Donc, vous voyez qu'il y a une notion de fait. On va dire, c'est à votre libre disposition, même si juridiquement, vous n'en êtes pas le propriétaire. C'est-à-dire que la réalité va l'emporter sur la fiction. Même chose avec des trusts. Un trust, c'est une protection absolue. Vous mettez les biens au nom d'un trust. C'est pas à moi. Parfaitement légal, pardon. Oui, je m'en étouffe quand j'évoque les trusts. Donc, en gros, un trust, c'est une sorte de société morale. C'est un paravent. C'est pour masquer. C'est un être fictif. Totalement fictif. C'est comme une société, mais totalement fictive. Vous avez 100 millions, vous les mettez dans un trust, c'est pas à moi. Le trust va avoir un château, va avoir un yacht, va avoir un jet privé. Vous allez dire, c'est pas à moi, et on ne pourra pas y toucher. Et c'est vrai que on se heurte à ce concept anglo-saxon, c'est-à-dire que quand on tombe sur un trust, oui, c'est vrai, juridiquement, il a raison. Donc, le débat est posé actuellement, notamment dans l'affaire Wildenstein, et il se pose devant la Cour de cassation. Est-ce qu'on se contente de ce qu'on nous sert, ou est-ce qu'on va au-delà et qu'on considère que, oui, mais ça bénéficie effectivement à un tel,
Donc, est-ce qu'il y a voilà, l'idée, c'est l'idée de fraude. Voilà. Est-ce que le trust, il y a de la fraude derrière? Moi, je vais vous dire une chose, c'est que expliquez-moi pourquoi vous avez affaire à un trust. Pourquoi est-ce que ce monsieur ou cette dame, qui a beaucoup d'argent, va le mettre dans un trust? Si tout est clean, si elle paye ses impôts, si mais tout est la clair, libre elle a pas besoin de disposition trust. dans le trust, c'est quoi? Par exemple, quand on s'aperçoit que du trust va de l'argent qui abonde dans un sens, parce que la libre disposition, quand on parle d'un yacht ou d'un hôtel particulier, on comprend. Attention, la libre disposition, c'est la possibilité de saisir un bien. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire c'est votre bien parce que vous avez la libre disposition. Rien à voir avec la notion de trust, parce que vous avez des trusts, mais vous avez aussi des sociétés panaméennes, des sociétés des îles Marshall qui font écran, qui fait que le propriétaire apparent, le vrai propriétaire, on ne le connaît pas, simplement à qui bénéficie. Voilà, ça permet la saisie, la libre disposition. C'est un concept très pragmatique qui montre qu'on évolue tout doucement quand même. Alors, le titre d'un de vos chapitres, c'est « Plaidoyer pour l'abolition des privilèges ». Et vous suggérez de nombreuses solutions. Pouvez-vous nous en dire plus pour sortir de la déprime? Ah, mais je ne suis pas déprimé. Non, en fait, de la déprime qu'on peut ressentir face à l'immensité de la tâche. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Il y a eu des tentatives de régulation. Vous avez parlé des listes noires, grises, blanches. Ça n'a strictement rien changé. Parce que un pays qui est sur une liste noire, il va signer quelques conventions internationales, on va dire liste grise et liste blanche, et par derrière, il fera tous les coups fourrés. Donc, il n'y aura pas d'organe de contrôle pour voir ce qui se passe effectivement. Donc, tant qu'on ne s'en prendra pas aux outils qui sont en place, aux sociétés fiduciaires, aux sociétés panaméennes, aux trusts, à ces entités-là, en disant on ne les reconnaît plus, on demande, on exige, par exemple, vous avez eu les Panama Papers, il y a un cabinet au Panama, bon, ils vont poursuivre, je crois qu'il y a un procès actuellement, j'ai lu aussi que les gens qui travaillent dans ce cabinet, ils ont recréé autre chose, et il y en a d'autres qui font exactement la même chose. Mais pourquoi n'existe-t-on pas du Panama qu'ils mettent fin à la création de toutes ces sociétés? Et s'ils refusent? Mais vous croyez qu'ils Est-ce qu'on peut par exemple criminaliser le fait pour un Français d'être lié d'une manière ou d'une autre à ces sociétés si on arrive à le retrouver, par exemple? Non, mais ça suppose déjà qu'il y ait ces sociétés. Mais si on décide à un moment donné, il n'y a plus de transactions avec une société panaméenne, c'est fini. Les Américains, quand ils ont eu le scandale de l'UBS... Comme les sanctions que les Américains peuvent infliger à l'Iran, par exemple. Oui, tout à fait. C'est une forme de boycott. Bien sûr. Et oui, ça c'est possible. Mais bien sûr, mais ça suppose la volonté de le faire. Mais justement, est-ce que les politiques vous donnent l'impression qu'ils écoutent ces suggestions? Non. Un peu, beaucoup, passionnément? Non, de toute façon, je ne fais pas de politique. Moi, je suis juge, je fais un constat. Voilà, et je le révèle aux citoyens. Et je pense qu'il faut une prise de conscience, il faut que les citoyens en aient conscience. Et à partir de ce moment-là, si les gens en ont marre de cette situation et comprennent ce qui se passe, les politiques seront obligés de réagir, parce que malgré tout, ils sont élus. Bon, donc c'est un défaut de volonté politique qui peut aussi correspondre. Il y a une partie de je ne sais pas comment faire, c'est compliqué. Je vous dis, c'est un peu comme l'environnement. Vous pouvez dire, oui, on va améliorer tout ce qui est environnement, mais on fait quoi? On fait du nucléaire, on fait ci, on fait ça. On tâtonne, on ne veut pas ficher l'économie en l'air. Donc, on est un petit peu dans la même problématique. C'est-à-dire qu'il y a une incapacité des politiques aujourd'hui à régler le problème. Et pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas le régler tout seuls dans leur coin. C'est un problème international. Quand eux-mêmes, ils ont affaire aux paradis fiscaux... Ah oui, ceux-là, n'en parlons pas. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns aussi. On connaît, il y a d'autres qu'on ne connaît pas. Mais il n'y a pas que ça, Il y en a, effectivement. Ceux-là, vous n'allez pas les motiver pour aller dévoiler les comptes qu'ils ont au Panama ou à Singapour. Les financements des campagnes politiques sont aussi liés à ces paradis fiscaux. C'est tout le problème. Merci beaucoup, en tout cas, Renaud Van Wimbeck. Je rappelle que vous avez été pendant 20 ans juge d'instruction, spécialisé dans les affaires politico-financières. Vous êtes aussi l'auteur en 2021 du livre « Mémoire d'un juge trop indépendant » aux éditions Taillandier.